Bienvenue dans cette émission spéciale patrimoine. Nous vous proposons un voyage dans le temps sur les traces d'un personnage illustre qui a beaucoup marqué notre région. Ce personnage, c'est un empereur, il s'appelle Napoléon III. On parle souvent de lui sans toujours savoir ce qu'il a fait exactement. Alors pendant un an, nous sommes partis sur ses traces et vous allez le voir, son œuvre est considérable et largement sous-estimée. Dans la deuxième partie de cette émission, nous en parlerons avec nos invités, historiens, historiennes passionnés par cette période. Mais tout de suite, voici l'empreinte de Napoléon III en Nouvelle-Aquitaine, une enquête sur fond d'histoire réalisée avec Jean-Michel Lidvine, Iban Carpentier, Boris Chag et Vincent Isnut. Ce jour-là, à Biarritz, le spectacle était grandiose. Depuis la terrasse de l'hôtel du Palais, ce paquebot immobile face à l'océan. Une nature sauvage, contrastant avec les dorures à l'intérieur. Sous le regard de l'impératrice, l'ancienne villa Eugénie, en cours de rénovation, retrouve les fastes du XIXe siècle, avec un nouveau décor pour le bar Napoléon III, comme une invitation à découvrir un empereur longtemps oublié, alors que ses actions furent déterminantes dans plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est ici, face à la mer, au plus près des embruns, que tout commence en 1854, lorsque l'empereur fait construire une immense demeure pour Eugénie de Montiraud, sa jeune épouse, nostalgique des étés de son enfance sur la côte basque. Un palais surgit du sable, devenu l'un des trésors du patrimoine biarrot. On est happé par ces couleurs. Vous êtes là, dans cet havre de paix, dans cet univers bateau qui vous transporte où votre imagination vous transportez. L'hôtel du Palais est aujourd'hui le seul palace de la côte atlantique. Juste à côté se trouve la chapelle impériale, où l'on célèbre toujours des offices en mémoire des souverains, comme ici, lors du centenaire de la disparition de l'impératrice. Entraîné par Eugénie, Napoléon III s'intéresse beaucoup au développement de la région. Biarritz, bénéficiant de ses largesses, prend alors un essor remarquable, l'empereur se montrant très généreux avec le maire du village de pêcheurs, auquel il avait un jour demandé ce dont il avait besoin. Le maire répond bien entendu tout. Cette réponse fit sourire l'empereur, mais il ne l'oubliait jamais. Et chaque fois en arrivant, chaque fois en repartant, il faisait un état de ce qui avait été réalisé, de ce qui restait à faire et des projets engagés avec un calendrier précis. Comme Eugénie, l'empereur n'hésite pas à se baigner et à rencontrer les habitants. Son ambition, c'est de réaliser un port de refuge pour les pêcheurs biarrot avec une digue protectrice qui partirait du rocher de Cucurlon, percé et équipé d'une passerelle pour acheminer les blocs de pierre. La digue atteindra 60 mètres de long, affrontant vents et marées. En 1865, un bâillonnet offre une statue dominant les flots. Le rocher de la Vierge est né, attirant aussitôt des pèlerins. Certains, autrefois, faisaient la route pour aller et à Lourdes et venir voir le rocher de la Vierge ici. Il y a de très vieilles photographies qui montrent des gens qui vont monter carrément au rocher de la Vierge pour la toucher, pour la prier. La digue, commandée par Napoléon III, finira par disparaître, vaincue par les vagues et les tempêtes. Reste cette création paysagère, presque involontaire, devenue l'emblème de Biarritz, l'image de la carte postale et le souvenir lointain de son rayonnement impérial. Lors de ses visites à Biarritz, l'empereur aime parcourir le Pays basque et se rend souvent à Saint-Jean-de-Luz. À l'époque, cette grande baie à la forme parfaite, offrant une plage tranquille à l'abri des vagues, n'existe pas encore. Pour bien comprendre,
il faut imaginer l'érosion marine et l'océan qui n'a cessé d'avancer au cours des siècles. Lorsque l'empereur découvre Saint-Jean-de-Luz pour la première fois, la ville n'est que l'ombre d'elle-même. Une partie a été emportée et de nombreux habitants sont partis. On lui explique qu'on n'arrive pas à freiner l'avancée de la mer. La mer a gagné 200 mètres sur la terre. 200 maisons détruites. Il faut une solution. Et les ingénieurs se lancent dessus. Et c'est là que l'empereur prend la décision de faire construire 3 digues pour protéger la baie. Guy Lalanne se passionne pour cette histoire. Aux archives, il a retrouvé les plans de l'époque. La première digue, Sokoa, fut commencée en 1864. Viendront ensuite l'Arta et Sainte-Barbe. 150 ans plus tard, ces remparts efficaces ont tenu bon. Mais chaque année, il faut les consolider. Les travaux sont titanesques, comme on le voit sur ces photographies, exposées près du fort de Sokoa. Aujourd'hui comme hier, des opérations périlleuses pour immerger d'énormes blocs de béton. À l'époque, il fallait faire la même chose sans les mêmes moyens. Pour s'approcher des digues, c'est toujours le même travail. Les employés du département sont sur les digues. Ils tirent avec des cordes le chaland pour se rapprocher le plus possible et larguer ensuite le bloc. De l'Atlantique aux Pyrénées, nous quittons Saint-Jean-de-Luz pour La Rune. Le sommet basque culmine à 905 mètres d'altitude. Depuis 1924, le célèbre petit train à crémaillère offre aux visiteurs le confort d'une ascension sans difficulté. Celles du couple impérial sont restées légendaires. Au fil du périple, on aperçoit les sentiers qu'il fallait alors emprunter. Chaque année, ils sont des milliers à atteindre la stèle, marquant l'ascension de l'impératrice en 1859, hommage qui entraînera la venue de l'empereur. En 1862, il a fait une montée avec tout un groupe à cheval. Il est allé jusqu'au sommet de la Rune et il a pu voir l'obélisque. Et si Guy Lalanne connaît si bien cette excursion, c'est parce qu'elle ne lui est pas tout à fait étrangère. Dans sa famille, elle est présente depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père était d'Asquin. Et quand il avait une vingtaine d'années, il a participé à la montée avec l'empereur. Puisque tous les gens qui montaient à mulet ou à dos de cheval avaient un guide. C'était des jeunes qui étaient du village. Et je sais qu'il a eu une gratification d'une pièce en or de 50 francs, qui est toujours dans la famille. Une histoire à la fois si lointaine et si proche, inscrite dans les mémoires comme dans les paysages. Ironie du sort, du haut de la Rune, Napoléon III n'a jamais contemplé son œuvre dans la baie protégée de Saint-Jean-de-Luz. Les 3 digues furent en effet terminées bien longtemps après la chute de l'Empire. Napoléon III se rendit également sur le bassin d'Arcachon, où son influence va se révéler décisive, comme ici, au Cap Ferret. Très souvent, les gens qui débarquent ici croient que c'est un truc spontané. Non. Il y a une histoire qui s'est bâtie au cours des siècles avec des plaies, avec des bosses, avec des bonheurs. Une histoire que l'on peut parcourir dans ce livre rare, écrit par un scientifique missionné par Napoléon III. Il s'appelle Victor Coste et va découvrir un procédé de fixation des larves d'huîtres, ce qui pour la première fois permettait de les cultiver, car jusque-là, on se contentait de les ramasser. C'était de la pêche. Les huîtres, on les prélevait, c'était de la cueillette, comme on pêche les coquilles Saint-Jacques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, on ouvrait la pêche des huîtres, les gens allaient pêcher des huîtres, les ramenaient à des grossistes, des marailleurs et des expéditeurs qui les travaillaient et qui les revendaient. Mais il n'y avait pas d'élevage, c'est-à-dire on n'assurait pas la pérennité des bandes d'huîtres. Et la bascule qu'a créée Napoléon III, c'est vraiment de gérer la production et donc le maintien des stocks et l'évolution de la production. C'est ainsi que naît l'ostréiculture dans les années 1860. Et pour l'encourager, des fermes modèles sont créées. Ce sont les parcs impériaux.
ce qui a inspiré le nom de la concession de Joël Dupuche, ostréiculteur depuis 6 générations. Une forme d'hommage à l'empereur et à ses actions sur le bassin d'Arcachon. J'ai horreur de l'injustice. Moi, à l'école, on a fait 6 mois sur Napoléon Ier et Napoléon III, on l'a dégagé en 3 minutes. C'était la défaite de Sedan, c'était Victor Hugo qui l'aimait pas, c'était le scandale du Panama, Suez. Enfin, jamais on nous a parlé d'Haussmann, jamais on nous a parlé de l'industrialisation, jamais on nous a parlé du droit de grève. Napoléon III est quand même le premier chef d'État qui a instauré le droit de grève en 1864. Et ça a été le premier à faire du social en France. Donc, je trouve que vraiment, on était très injuste avec lui. Nous embarquons à présent, car Joël Dupuche veut nous raconter un autre épisode de l'histoire. C'est en effet l'empereur qui prit la défense des ostréiculteurs venus s'installer ici sur le rivage. On veut les chasser. Napoléon III va intervenir pour autoriser les cabanes qui se construisent au bord de l'eau. Les ostréiculteurs ont remblayé avec du sable, avec des coquilles, ils ont créé ce qu'on appelle des perrets pour protéger de l'usure des vagues. Et c'est comme ça que sont nés les villages ostréicoles. Et là, je remercie l'empereur et l'administration de l'empereur qui n'a pas craqué devant un grand propriétaire et qui a dit, écoutez, moi, ici c'est le domaine de l'État et sur le domaine de l'État, j'autorise la création de maisons. Des petites maisons de bois au charme si pittoresque qu'elles sont devenues, au fil du temps, l'âme du Cap Ferré. À Arcachon, chacun sait que la ville d'Hiver, joyau de la station balnéaire, a été créée sous le Second Empire. Mais on ignore souvent le rôle exact de Napoléon III. Marguerite fut l'une des toutes premières villas. Au fil du temps et des restaurations, elle est devenue une somptueuse demeure sur laquelle veille avec affection, depuis 2003, la famille Chevalier. C'est pas exactement un être vivant, mais pour nous, avec le temps, ça le devient un peu, oui. C'était l'une des 5 premières villas construites dans ce qui deviendra la ville d'Hiver. Et c'est l'endroit qui reste encore le plus feuillu, le plus arboré. Car au départ, chaque maison était entourée d'un parc pour profiter du bon air dans une ville nouvelle destinée à accueillir des visiteurs toute l'année. Tout y est pensé pour leur confort et les villas sont idéalement positionnées à l'abri des tempêtes. Nous sommes ici au point le plus haut de la ville, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les vents qui viennent de là-bas, ils butent sur la dune et ils passent au-dessus de la maison. Et parce qu'elle est un peu la doyenne, la villa nous ouvre ses portes pour évoquer cette histoire de la ville d'Hiver. À l'origine, ce sont les frères Pereire qui rêvent d'un grand domaine immobilier. Les 2 entrepreneurs sont des proches de l'empereur qu'ils invitent d'ailleurs dans le chalet qui porte leur nom. Et il est probable qu'ils aient bénéficié du soutien de Napoléon III pour faire aboutir leur projet, qui soulève alors des oppositions. Les premiers obstacles, ce sont les eaux et forêts, qui refusent de donner aux Pereire une partie de la forêt qui était relativement jeune, qui avait une trentaine d'années. Donc il faudra la pression des autorités parisiennes et de la préfecture de la Gironde pour que les administrations concernées se mettent d'accord. Autrement dit, l'influence de Napoléon III a joué en faveur des promoteurs. En 1865, on compte déjà 41 villas. Elles rivalisent d'originalité avec leur fantaisie de dentelle, leurs toitures excentriques, leurs balcons généreux. Il fallait que ce soit beau, que ce soit confortable, que ça donne une idée de vacances. Et chacun, après, y est allé de son style particulier. Alors, au début, on a construit des chalets assez simples. Et puis, au cours des années, on a rajouté des tours, des ornements, des ailes. Et on en a fait quelque chose de beaucoup plus cossu. Un patrimoine sur lequel veillent les propriétaires de la Villa Marguerite. Dans ses aquarelles, Annick Chevalier exprime la magie de la ville d'Hiver que l'on croirait éternelle, alors qu'elle fut convoitée par les promoteurs dans les années 70. Aujourd'hui, c'est son côté forestier qui pourrait être menacé.
On peut la croire stable parce qu'elle est inscrite au patrimoine de Gironde. Mais c'est illusoire parce que, si vous voulez, on le voit très bien, elle est souvent la proie pour certains grands terrains de morcellement. Qui dit morcellement dit construction, abattage d'arbres, et le caractère forestier initial de la ville d'Yvers disparaît peu à peu. Mais nul doute que les amoureux des villas historiques auront à cœur de continuer à préserver, 150 ans après le Second Empire, l'authenticité de ce quartier pittoresque qui contribue, sur les hauteurs d'Arcachon, à la renommée de la station balnéaire. La valorisation des terres incultes est l'un des grands objectifs de l'empereur. Et c'est sous son impulsion que les Landes accueillent aujourd'hui la plus grande forêt artificielle d'Europe. Un paysage unique, fondé sur une loi de 1857, promulguée par Napoléon III. Certes, les Landais n'avaient pas attendu l'empereur pour la plantation des pins maritimes, mais c'est bien lui qui va la rendre obligatoire pour assainir les marais et dynamiser ces terres inhospitalières. Il est décisif parce qu'il tranche dans le vif. C'est un gouvernement autoritaire, tout le monde le sait. Il y a des problèmes qui se posaient depuis très longtemps, notamment celui des landes communales. Ces landes communales, que fallait-il en faire? Eh bien, lui, il décide carrément, on en fait des pins. L'impact est considérable, comme en témoignent ces cartes avant et après la loi. En un siècle, les Landes deviennent le département français le plus boisé. La forêt occupe aujourd'hui près de 3/4 de son territoire. Un massif si important qu'il fallait bien un jour lui rendre une forme d'hommage. C'est l'objectif du Conservatoire des Landes de Gascogne, créé forcément tout en pin, suggérant par sa charpente une forêt abritant des œuvres tout à sa gloire. Car rapidement, les peintres vont arriver de partout pour exprimer le charme de ce nouvel Eldorado. Des peintres sont venus de toutes les régions de France, ils sont installés dans notre région et jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça, moi, qui m'a marqué. Comment se fait-il qu'on n'en a pas parlé plus? C'est le désir écologique, et déjà, enfin, ça ne se fait pas sans doute comme ça à l'époque, mais il y avait une volonté qui s'opposait à l'industrialisation. Pour la première fois, 120 tableaux ont été réunis. Les Landes ne sont plus un désert insalubre, parfois jusqu'à la caricature, mais une nature rayonnante dans laquelle se répand un air bienfaisant aux senteurs de résine. Ces paysages attirent, oui, parce qu'ils apportent énormément de quiétude et de sérénité à s'y promener et à découvrir ces ambiances au cœur de la nature. Ce n'était pas habituel de voir autant de forêts et autant d'arbres pousser sur ces régions. Loin de ce romantisme, le changement n'aura pas lieu sans conflit ni révolte, car la forêt transforme aussi la société. Mais cette forêt reste une prouesse. Et elle est trop belle pour en laisser la paternité à Napoléon III. Après 1870, à la chute de l'Empire, la Troisième République va s'inventer un héros. Jules Chambrelan, un ingénieur des ponts et chaussées qui va endosser le costume. En gros, là où il y avait des statues de Napoléon III, on les a remplacées par des statues de Chambrelan. Et il fallait un personnage qui se prête volontiers à une gigantesque imposture, et surtout parce qu'il fallait républicaniser cette histoire de la forêt landaise, et il fallait en faire l'un des mythes fondateurs de la Troisième République, avec ses ingénieurs, ses instituteurs, ses grands hommes. Et donc Chambrelan s'est tranquillement porté volontaire pour s'inscrire aux côtés de Pasteur, aux côtés de toutes les grandes figures qui ont créé la France au XIXe siècle. C'est même un véritable mensonge d'État selon l'historien qui en a trouvé toutes les preuves dans les archives. Au cœur de la forêt, la légende sera tenace et il aura fallu attendre plus d'un siècle pour rendre à l'empereur ce qui appartient à l'empereur.
Au cœur des Landes, cette maison ne ressemble en rien à l'habitat traditionnel. On l'appelle ici un cottage ou un cottage à l'anglaise. Henri Lagoffin est né dans celui d'en face, bâti sur le même modèle. Des constructions voulues par Napoléon III, qui se rendit sur place plusieurs fois. L'empereur, quand il est venu, il a trouvé que c'était trop petit. Et il a dit, vous faites une construction de plus et on va rehausser le cottage. Donc ça fait qu'il y a un étage au cottage. C'était un truc pour que les gens soient bien. Chaque occupant disposait aussi d'1 hectare de terrain. Au bout d'une décennie, il pouvait devenir propriétaire contre 2 mois et demi de travail par an dans le domaine impérial. Peupler et valoriser les Landes, c'était déjà le projet de Napoléon Ier, l'oncle de Napoléon III, qui voulait faire des Landes un jardin pour sa vieille garde. Ancien soldat, l'aïeul d'Henri Lagoffin est venu s'installer en 1861. Il avait fait la campagne de Russie et il avait eu un bras coupé par un boulet de canon. Et quand Napoléon III a fait les cottages, le domaine de Solferino, il y a beaucoup d'anciens combattants de Napoléon Ier qui ont été sollicités pour venir ici. Le domaine impérial s'étend sur 7000 hectares, acquis sur les terrains de 7 communes alentours. Il devient un village en 1863, comptant 26 cottages, 9 fermes expérimentales et même un arboretum. On y multiplie les essais de plantation. Et dans l'église de Solferino, les vitraux témoignent de cet espoir dans le progrès agricole. Là-haut, donc, on a le maïs, la vigne, le tournesol, le blé. Le domaine a voulu encenser le travail, l'effort, le goût de l'effort, et il fallait trouver des cultures. Donc on a essayé beaucoup de choses, même des choses insensées, comme la betterave de Finlande, le quinoa du Pérou. Et c'est aussi l'aménagement des landes, c'est-à-dire faire en sorte qu'on sorte des marécages, de cette région qui pollue, qui entraîne pas mal de maladies, et donc on va développer. C'est ce qu'il a promis en 1852, et ce qu'il a essayé de réaliser à partir de la création de ce domaine, auquel il donne le nom de Solferino, en raison de la bataille qu'il a gagnée en 1859. Aujourd'hui, le village, fier de cet héritage, compte 300 habitants, et la mairie a acheté 4 cottages historiques pour les rénover. Au sud des Landes, c'est un petit paradis pour les oiseaux, dont la spatule blanche, une espèce rare, qui en a fait son site préféré de nidification. Mais on trouve aussi quantité de canards, de rapaces et même une tortue très discrète, la cistude d'Europe. Un domaine d'une infinie richesse naturelle. On a 293 espèces observables et observées sur la réserve, à peu près autant qu'en Camargue, ce qui montre la densité et la concentration du nombre d'espèces. C'est en 1995 que le marais d'Orx devient une réserve naturelle nationale de 1000 hectares, après une longue histoire en partie liée à Napoléon III. Non loin de là, le domaine du Pont témoigne des attaches landaises de l'empereur. En 1869, il achète le marais et l'offre à l'un de ses fils naturels, le comte d'Orx, qui sera élu maire de Saint-André de Seignance. Sa fille et petite-fille de Napoléon III vécut dans cette demeure, accueillant aujourd'hui des chambres d'hôtes. L'empereur tenait à ce marécage qu'il souhaitait assécher pour le transformer en terre fertile. Il porte désormais sa marque, presque englouti dans la végétation. Là, on a ce qui nous reste, l'aigle impérial et la partie muraille en pierre. Quelques organes encore un peu métalliques. Les gardes du marais d'Orx rêveraient de restaurer ces pompes historiques pour faire comprendre au public leur côté novateur en 1863, car c'est elle qui permettait d'évacuer l'eau du marais.
Ça pompe en permanence ou quasi. On peut imaginer une locomotive hein, où on a le gars qui met du charbon et puis qui graisse tout pour éviter que mécaniquement il y ait une rupture. Mais là, c'est pareil. Au fil du temps, les pompes furent modernisées jusqu'à créer un polder entièrement couvert de culture. La réussite est totale et d'autant plus spectaculaire qu'elle est une victoire sur le néant. C'est une réussite parce que dans le contexte de l'agriculture en France à l'époque, les premiers maïs hybrides d'après-guerre vont être plantés au Marais d'Orx. Et effectivement, beaucoup de gens vont venir voir la réussite de la maïsiculture. Mais dans les années 80, le domaine se révèle moins rentable, le pompage trop coûteux, l'eau revient. Et c'est Francis Irigoyen, alors maire de l'Abenne, qui propose la création d'une réserve naturelle. Ça simplifiait le problème du budget municipal. Ça faisait moins de charges, il faut le dire, le maire regarde toujours ce que ça peut coûter, et ça nous coûtait beaucoup. Aujourd'hui, une station de pompage permet toujours de gérer l'eau du marais avec le niveau le plus propice à la biodiversité. Et on peut se dire que sans l'empereur, le Marais d'Orx n'aurait peut-être jamais permis une telle richesse naturelle. On l'aura compris, ici comme ailleurs, l'empreinte impériale ne cesse de se révéler en Nouvelle-Aquitaine. Comme une œuvre en pièces détachées, peu à peu rassemblée aux quatre coins de la région, tout en gardant sa part de mystère et pourquoi pas de découverte sur les traces de Napoléon III. Et nous allons poursuivre cette balade avec nos invités, Pierre Branat, Joël Dussault. Vous êtes mari et femme et co-auteur de « Vous êtes mes soldats, les Aquitains de Napoléon III ». Et Marie-France Leca, vous venez de publier « Napoléon III, bâtisseur du Sud-Ouest ». Bâtisseur, c'est un mot fort qui montre le sens de l'action de cet empereur qui semble être partout, en tout cas, à s'intéresser profondément à ce territoire. Alors oui, l'Aquitaine particulièrement, mais bien sûr, il a rénové la France partout. Et l'Aquitaine, il s'y est intéressé beaucoup à partir de la construction de la fameuse villa Eugénie de Biarritz. C'est là qu'il a découvert l'Aquitaine. Enfin, il l'avait découverte un peu lorsqu'il avait fait son voyage présidentiel en 1852. Et puis après, il a affiné tout ça. Et lorsqu'il a construit la Villa Eugénie à Biarritz, il s'est rendu compte qu'il y avait encore énormément à faire dans le Sud-Ouest et beaucoup à faire, oui. Alors, il s'intéresse au développement et au patrimoine. Ça, c'est surprenant, et notamment au château de Pau. Pour quelle raison ? Alors, le château de Pau, déjà ce qu'on pourrait savoir, ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice Eugénie avait dit dans ses confidences à Maurice Paléologue, donc en 1800, bien après la fin de l'Empire, qu'elle aurait souhaité, lorsque le prince impérial aurait atteint sa majorité, elle aurait souhaité se retirer avec l'empereur à Pau et à Biarritz. Alors, est-ce qu'il y avait, enfin, ce n'était pas encore en 1800, début 1850, ce n'était pas encore à l'ordre du jour, mais le château de Pau, oui. Alors, il faut dire que Louis-Philippe, avant lui, l'avait restauré, parce que comme la monarchie était un petit peu chancelante à l'époque, on se référait à Henri IV, le bon roi Henri IV, et Louis-Philippe avait commencé la restauration du château, et Napoléon III l'a poursuivi. Marie-France Leca, vous êtes paloise, Pierre Branat, Joël Dussault, vous êtes girondin. Est-ce qu'on peut, Pierre Branat, vraiment attribuer à Napoléon III le classement des grands crus classés de 1855 qui fait toujours référence? Au moins, c'est pendant son règne qu'il a été fait, puisque c'est en 1855 qu'il y a eu la grande exposition universelle. Napoléon III avait beaucoup œuvré pour cette exposition dont il était très fier, qui était la seconde dans l'histoire, la première ayant été à Londres. Et l'idée était de montrer tout ce que les régions pouvaient produire de mieux en industrie, en artisanat et en agricole. Et en agricole, bien entendu, le vin avait sa place toute particulière. La Champagne et la Bourgogne décident de participer et demandent à Bordeaux, à la Chambre de commerce de Bordeaux, de participer à égalité avec eux pour les vins de Bordeaux.
La Chambre de commerce de Bordeaux, fière de ses vins, refuse de travailler en commun et décide de présenter ses propres vins. Mais les vins devaient être présentés d'une manière pratiquement anonyme, ce qui ne va pas plaire du tout au régisseur du château Laffitte, qui porte un joli nom d'ailleurs, Montplaisir Goudal, qui décide, lui, d'en appeler à l'arbitrage du prince Jérôme, Plomplon, comme on l'appelait, qui était l'organisateur de l'exposition universelle, pour que les régisseurs et les propriétaires aient leur nom sur l'étiquette présenter les vins. Et ce classement fait toujours, bien sûr, référence aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Alors, on a vu à quel point l'empereur donc décide de beaucoup de choses dans différents domaines. Joël Dupuche, l'ostréiculteur, nous dit il faut réparer une injustice. Est-ce que c'est vous aussi qui vous passionne dans cette histoire? Est-ce que c'est un peu votre démarche, Marie-France Leca? Oui, alors je me souviens que lorsque j'étais au lycée, l'histoire de Napoléon III était... Enfin, comme il le dit très bien d'ailleurs, c'était vraiment deux mots. La fête impériale d'un côté, ce qui était très péjoratif, parce qu'on dépensait l'argent de l'État, et la défaite de Sedan. Mais c'est tout, vraiment, c'est tout. Ce n'est qu'après que j'ai découvert, lorsque j'ai fait des recherches sur la Villa Eugénie, que j'ai découvert tout ce qu'on devait à Napoléon III, c'est-à-dire qu'il a fait entrer la France tout de même dans l'ère industrielle, dans l'ère moderne, il a développé le pays. C'est aussi votre sentiment, Joël Dussault? Napoléon III, c'est effectivement d'abord un homme qui prend le pouvoir par un coup d'État, avec des morts, avec des exilés, avec des prisonniers, qui pendant 10 ans a un empire autoritaire, où tout est tenu par le pouvoir, aucune presse, aucun député qui ne soit que officiel, que proche de Napoléon III. Donc effectivement, il y a cette image très... dure d'un empire autoritaire. Mais en même temps, Napoléon III, c'est aussi, d'une part, un aménagement extraordinaire du territoire. Et là, il y a une vraie vision, peut-être la première grande vision contemporaine de cet aménagement du territoire. Et deuxièmement, c'est un fabuleux développement industriel avec des personnages comme Morny, bien sûr, le demi-frère de Napoléon III, mais aussi des frères Pereire qui vont transformer, bouleverser l'image de la France. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'il faut rendre, de ce point de vue-là, hommage à Napoléon III. Alors, justement, faisons une petite parenthèse. Vous avez commencé à l'esquisser. Rappelons qui est Napoléon III, très brièvement. C'est le neveu de Napoléon Ier. Il est le premier président de la République élu au suffrage universel masculin en 1848. Comme la Constitution lui interdit de se représenter, eh bien, il fait un coup d'État retentissant, suivi du rétablissement de l'Empire. Son règne est autoritaire, vous l'avez dit au début, puis plus libéral. Il va durer 22 ans jusqu'au désastre de Sedan et la défaite contre la Prusse. La France perd l'Alsace et la Moselle. C'est un traumatisme national. Napoléon III est banni. À Bordeaux, sa statue est déboulonnée et jetée dans la Garonne. Bordeaux, où il est d'ailleurs officiellement destitué en janvier 1871, il y a 150 ans. Ironie du sort, puisqu'à Bordeaux, tout avait très bien commencé, Pierre Branat, avec le fameux discours fondateur. Voilà, vous êtes mes soldats. Où au fond, il appelle toutes les notabilités d'Aquitaine à se mobiliser avec lui. C'est pour ça qu'il dit « vous êtes mes soldats », afin de construire une France nouvelle, une France qu'il voulait, comme l'a dit très bien Joël, avec un aménagement du territoire de manière à la faire entrer dans l'ère industrielle. Et je crois que c'est en effet un point extrêmement positif qu'il a apporté, avec un certain nombre de progrès sociaux qu'il ne faut pas négliger. Alors parmi ces soldats, on connaît Eugène Haussmann, mais aussi Jean-François Mocquard. Enfin, lui, on le connaît moins, plus exactement. Parlez-nous de lui, Joël Dussault. Je crois que Pierre a un petit faible pour Mocquard. Il a un faible pour Mocquard. Alors, allons-y. Non, parce que on a eu tous les deux des responsabilités dans des cabinets ministériels et on a été tout à fait surpris de Mocquard, qui est le chef de cabinet
donc de Napoléon III, et qui est à la fois un homme de l'ombre et un homme de la lumière, ce qui est rarissime. Car en effet, c'est lui qui écrivait tous les courriers, les discours de l'empereur, qui étaient toujours pour régler tous les problèmes plus ou moins délicats, y compris d'ailleurs dans ses relations avec la gente féminine. On sait que Napoléon III était un très gros consommateur de personnes du sexe féminin. Et en même temps, c'était un homme de lumière, c'est un homme qui a écrit des pièces de théâtre, qui était à toutes les générales, et qui faisait ce travail extrêmement important d'être à la fois une courroie de transmission des volontés de l'empereur vers les notables, et qui faisait aussi, en sens inverse, remonter toutes les impressions, tous les mécontentements, de manière à informer l'empereur du pouls de la nation. Un rôle extrêmement important en ce qui concerne Maucard. Alors, autre Girondin, les frères Pereire, et là on va parler du chemin de fer. Marie-France Lecat, l'empereur décide, Bordeaux, Bayonne, et ça aussi, ça a du poids dans notre région et dans son développement. Oui, alors les frères Pereire, bon, ils ont le même âge pratiquement, Émile, Isaac et l'empereur, ils sont du début du 1800 et quelques. Les frères Pereire sont déjà en piste, si on peut dire, hein. Ils ont déjà commencé à s'intéresser au chemin de fer. Eux aussi ont trouvé qu'en Angleterre, le chemin de fer était très en avance. Donc, ils ont commencé à mettre en place la première compagnie de chemin de fer. Et Napoléon III, alors, lui, quand il arrive au pouvoir en France, qui ne connaît quasiment personne, a eu la suprême intelligence, l'intuition de s'entourer vraiment des meilleurs. Comme vous le disiez, il y a Maucard, bien sûr, alors Achille Fould, Haussmann et les frères Pereire. Alors, les frères Pereire, oui, ont joué un rôle important puisque eux veulent développer les chemins de fer. Napoléon III aussi, puisqu'il ne faut pas simplement développer le pays, augmenter l'industrie ou les productions agricoles, il faut aussi les transporter. Et grâce aux frères Pereire, ça va être possible. Alors pourquoi le développement du chemin de fer dans le sud-ouest? Eh bien toujours la Villa Eugénie, bien sûr Biarritz, et pas seulement Biarritz, les Landes de Gascogne qu'il faut développer, etc. Et vous avez même une petite anecdote sur l'intérêt de cet empereur pour le chemin de fer. Alors là, moi je suis persuadée que les grands projets, les grands dessins, tout ce qui va se développer, se faire, quelquefois ça part d'un petit quelque chose. Lorsque Napoléon III est maintenu prisonnier au fort de Ham en Picardie, il y est depuis 6 ans, et évidemment, comme en France les choses bougent, il en profite pour s'évader. Alors d'abord, il faut dire qu'il y avait son chien. Il l'a fait évader, si on peut dire, avec un des comparses quelques jours avant, et lui s'évade. Très bien. À partir de là, il doit prendre le train. Mais le train, il attend très 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 longtemps. Il se dit quand même, pendant ce temps, est-ce qu'on a découvert que je me suis enfui? Qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait que je me dépêche. Donc, enfin, le train arrive, il le prend. Et puis, nouvel épisode, lorsqu'il doit prendre sa correspondance, il rate cette correspondance. Il prend la suivante, mais fort heureusement, la correspondance qu'il aurait dû prendre, fort heureusement pour lui et malheureusement pour les voyageurs, c'est un train qui a un accident, il y a beaucoup de morts. Et c'est peut-être là qu'il s'est dit, mais quand même, le chemin de fer, ce serait bien de le développer en France. Voilà, ça c'est mon anecdote, mais je suis sûre que ça se passe comme ça, souvent. Alors, ce qui est certain, c'est que tout ce qu'il décide à l'époque est fondateur pour notre région. Joël Dussault, on peut dire que c'est une forme, oui, de fondement de beaucoup d'activités. Il a transformé la région, et sur le plan industriel, à cause des chemins de fer qu'il développe. Il y a bien sûr le Bordeaux-Biarritz, il y a aussi le Bordeaux-Mont-de-Marsan-Tarbes qui s'achève dans les derniers jours de 1859. Par rapport à cela, il a aussi donc cette vision d'un aménagement du territoire avec ce grand creux des Landes. Pour lui, les Landes, qu'est-ce que c'est? C'est un espace amphibie, c'est un espace qui nourrit les maladies, c'est un espace où les hommes, d'après lui, ne peuvent pas vivre. Donc il faut à la fois les assainir, les transformer, les cultiver
et les traverser. C'est d'ailleurs tout à fait étonnant de voir que le fameux Bordeaux-Biarritz dont vous parliez, c'est un des rares départements où le train, qui pour la première fois traverse un département, ne passe pas par la préfecture. Il ne passe pas par Mont-de-Marsan. Il décide de lui faire traverser ces espaces peu agréables, peu accueillants, pour les assainir et pour faire en sorte que le long de ce long trait du chemin de fer, on puisse développer l'agriculture. Le train passe par Solferino d'ailleurs. Il traverse Solferino et quand Napoléon III viendra à plusieurs reprises à Solferino, le train s'arrêtera à Solferino et repartira vers Biarritz ou vice-versa. Alors ça nous amène naturellement à parler de l'empereur agriculteur. En tout cas, il a un attrait pour l'agriculture très important et Solferino va même faire école. C'est une expérimentation grandeur nature. Oui, alors il a déjà commencé à travailler en Champagne. La Champagne, c'était aussi une région assez pauvre. Et grâce à tout ce qu'il va faire dans les Landes, ce sont d'autres régions du territoire, comme la Normandie, par exemple, et la Provence, qui vont se développer aussi, où il va là aussi planter, bien sûr, puisque ça, c'est Napoléon Ier, d'ailleurs, c'est dit aussi dans le sujet, Napoléon Ier souhaitait faire des Landes, c'est dit dans le sujet, donc un jardin pour sa vieille garde. Donc Napoléon III reprend l'idée, et puis grâce à l'expérimentation dans les Landes, il va la développer ailleurs sur le territoire. Alors, l'empereur social, c'est un chapitre aussi important et je me tourne vers vous, Pierre Branat, ancien député, et Joëlle Dussault, ancienne sénatrice, tous deux socialistes. En quoi l'empereur, c'est un empereur intéressé par le social? Est-ce qu'il aime vraiment le peuple? Est-ce qu'il s'y intéresse sincèrement? Napoléon III, pendant qu'il est au Fort de Ham, son université, parce qu'il y a fait pendant des années, il a beaucoup travaillé, appris, reçu, a écrit un livre en 1844 qui a été publié, donc, qui s'appelle « L'extinction du paupérisme ». Donc l'idée de l'extrême pauvreté que les débuts de l'industrie amènent en France, il sait qu'effectivement, il veut lutter contre cela. Comment lutter contre la pauvreté? Napoléon III, c'est un fils de Saint-Simon. Non pas le mémorialiste, mais le petit cousin du mémorialiste, qui est effectivement un socialiste utopique. Les idées de Saint-Simon sont simples. Il y a une grande injustice sociale, il y a plein de gens qui sont inutiles. Il faut faire que les gens utiles puissent travailler, puissent développer, puissent faire de l'industrie, de telle sorte que l'industrie se développant permet d'embaucher et permet d'embaucher à des salaires décents. Pour lui, le développement économique, le développement industriel va permettre une plus grande égalité sociale et c'est à cela qu'il s'attelle. À Solferino, alors on n'est pas dans l'industrie à Solferino, mais ce qui est frappant, c'est que dans cette lignée du socialisme utopique de Saint-Simon, il a voulu faire de Solferino un véritable phalanstère. C'est une création sociale. Alors ça a marché ou ça a moins marché, les hommes étant ce qu'ils sont, et la plupart des phalanstères n'ont pas duré. Mais il y a cette idée aussi chez Napoléon III, et effectivement, je crois qu'un des intervenants, peut-être Dupuche, le citait. Napoléon III, dans un monde du XIXe siècle, qui a horreur des lois sociales, où il a fallu attendre plus de 1840 pour avoir la première loi qui limite le travail des enfants, Napoléon III décide et fait voter une loi qui autorise le droit de grève. C'est quelque chose qui nous paraît évident aujourd'hui, mais qui est inimaginable à ce moment-là. Donc c'est un homme complexe, Napoléon III, à la fois un homme d'autorité, un homme de pouvoir, mais aussi un homme qui a cette dimension sociale qui n'est pas négligeable. Alors là, on dit beaucoup de bien de Napoléon III, mais bien sûr, il a des opposants à l'époque, évidemment. Il y en a un qui pourrait être le symbole, en tout cas, du refus du changement, c'est Félix Arnaudin. Félix Arnaudin, ce photographe qui est nostalgique des Landes d'origine et qui s'oppose à la forêt d'une certaine manière. Voilà, c'est le chantre. On peut parler de lui simplement pour avoir ce petit écho contraire, parce que c'est aussi un personnage illustre et important dans notre région. Et petite anecdote, vous allez voir en Lot-et-Garonne, eh bien, les viticulteurs, autrefois girondins, à Duras, ne disent pas merci à Napoléon III, et c'est la mère qui nous en parle.
Il s'avère que lors des découpages des départements, comme personne n'était d'accord, comme chaque fois qu'on bouge les territoires, Napoléon III aurait mis son poing sur la table et aurait fait un contour autour de son poing, et nous serions dans le pouce, sous le pouce. Alors a-t-il voulu nous écraser? Nous a-t-il lancé un défi? Les vignobles des Côtes de Duras, depuis, sont prospères, sont renommés, reconnus, mais bien sûr à l'ombre un peu du vignoble de Bordeaux. Alors Pierre Branat, je vous vois sourire. Est-ce qu'on va attribuer maintenant à Napoléon III un peu tout, n'importe quoi, si j'ose dire? Il va y avoir une part de légende maintenant? Forcément, à partir du moment où on a été au pouvoir pendant un certain nombre d'années, on charge la barque, comme on dit. Il y aura un peu des points de vue différents qui s'exprimeront. Mais pour revenir à votre question sur le côté social de Napoléon III, il est incontestable. Il ne faut pas non plus, bien entendu, le voir dans ce domaine tout à fait en avance par rapport à bien d'autres réflexions de l'époque. Mais c'est vrai qu'il avait une volonté d'avancer dans le domaine social. Alors un thème que nous n'avons pas évoqué, c'est celui du thermalisme. Marie-France Leca, on sait que l'impératrice fréquentait beaucoup les thermes. Est-ce que Napoléon III a eu, oui ou non, une influence en ce domaine? Certainement. L'impératrice, avant qu'elle soit impératrice, quand elle était jeune fille, est venue avec sa mère et sa sœur aux Aubonnes, puisqu'elle souffrait d'une une petite maladie chronique respiratoire, et elle allait prendre les eaux, comme on disait. Elle allait à Aubonne. Elle a fait plusieurs cures à Aubonne. Elle en a fait même après son mariage, lorsqu'elle a été enceinte de son fils, elle y est retournée, et puis aussi après. Alors, chaque fois qu'elle allait aux Aubonnes, Napoléon III l'a accompagnée, et là aussi, il s'est rendu compte d'une chose, que les thermes étaient vraiment en très très mauvais état, pas seulement aux Aubonnes, dans d'autres villes, Cauterets ou Barèges, et là aussi, il a donné l'impulsion pour reconstruire, pas seulement les hospices également, les églises, etc. Lui-même prenait les eaux, mais plutôt à Vichy et à Plombières, mais quand il est venu dans le sud-ouest, il a donné l'impulsion là aussi pour reconstruire, et donner de l'argent aussi, parce qu'il ne disait pas seulement « il faut », il donnait les sous. Oui, on dit qu'il était très généreux. Très généreux, très généreux. Il souffrait également de la maladie de la pierre, notamment, hein, Joël Dussault. Il souffrait de la maladie de la pierre et il faisait l'erreur de fréquenter effectivement tous les ans, il allait suivre une cure. Et malheureusement, il allait suivre des cures avec des eaux alcalines, de telle sorte que cette maladie empirait plutôt que régressait. D'ailleurs, il est mort de la maladie de la pierre, il a été finalement opéré. Et il est mort précisément des suites de l'opération. À la fin d'ailleurs de l'Empire, sa vie est un vrai calvaire. Il n'y a qu'un endroit où il ne souffre pas, c'est à cheval. Mais vous imaginez la fin de l'Empire avec l'attaque prussienne, avec la dureté de la situation, et d'une part des militaires qui ne sont pas très au point, une armée qui n'est pas très au point, et un empereur qui, à chaque pas, souffre et donc est vraiment empêché de toute discussion. Mais c'est vrai qu'il a la fin de sa vie est rendue très pénible et très dure, notamment par cette maladie de la pierre. Alors revenons à l'impératrice, vous en parliez Marie-France Leca. Finalement, on parle beaucoup d'elle, beaucoup plus d'elle que de Napoléon III. C'est elle un peu qui a pris la lumière, le côté glamour à Biarritz. Voilà. Oui, sans doute, puisque la Villa Eugénie, qui était d'abord qu'une petite maison de vacances, hein, juste pour se reposer de tout ce qui se passait aux Tuileries ou à Saint-Cloud, etc., est devenue au fil des années, parce qu'elle a été agrandie, cette Villa Eugénie. Elle a été agrandie plusieurs fois. Finalement, c'était comme une annexe des Tuileries, puisque Napoléon III et Eugénie recevaient des hôtes célèbres. La reine Isabelle d'Espagne, bien sûr, le prince de Monaco, le roi de Belgique, Bismarck, hélas, qui a failli se noyer et qui ne s'est pas noyé, que l'on a sauvé. Et comble d'ironie, c'est la personne qui l'a sauvé, Pierre Lafleur, qui est mort quelques mois plus tard noyé, ce qui est vraiment épouvantable. Bismarck qui est venu discuter avec Napoléon III et qui peut-être déjà à l'époque, en 1865-66, avait ses idées de grandeur, oui, mais est-ce qu'il avait déjà l'idée de la guerre? Peut-être, on ne sait pas. Oui, donc Napoléon III et Eugénie. Alors Eugénie, elle aussi, on l'a
elle a laissé un mauvais souvenir. Mais quand même, elle a son avenue à Biarritz. Oui. Napoléon III, en cherchant bien, on a trouvé une rue à Saint-Jean-de-Luz, dans un camping complètement invisible ou presque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Napoléon III n'est pas totalement réhabilité, si on peut employer ce mot. Puisque à Saint-Jean-de-Luz, entre autres, sur l'esplanade devant la baie, on explique que la ville a failli être détruite plusieurs fois à cause de ces tempêtes monstrueuses. Pas une fois le nom de Napoléon III n'est cité, alors que c'est lui, on l'a vu dans le sujet, qui a fait construire les digues. Voilà, ça c'est injuste, profondément injuste. Voilà, et l'œuvre se dévoile peu à peu et on peut imaginer qu'on n'est pas au bout, finalement. Pierre Branat, Joël Dussault, on a vraiment l'impression, dans cette histoire palpitante, qu'on ne cesse de découvrir des actions ou des décisions importantes. Ceci dit, il ne faut pas non plus trop personnaliser. Moi, je crois que la principale qualité de Napoléon III, c'est de savoir s'entourer. Il a su s'entourer d'une série de personnages tout à fait exceptionnels. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage. Oui, j'en profite pour le rappeler en conclusion de cette émission. Et dans ce domaine-là, il y a un nom qui a été quand même oublié, que je voudrais rappeler, si vous me le permettez, c'est Henri Crouzet. Henri Crouzet, bien sûr. Henri Crouzet, ingénieur notamment à Solferino, et que vous découvrirez dans cet ouvrage passionnant, Vous êtes mes soldats, et puis Napoléon III, bâtisseur du Sud-Ouest. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.